C'est par les présenter. Patrick Vivray est conseiller honoraire à la Cour des comptes aujourd'hui. Il a publié beaucoup de choses, vous le connaissez. Il a publié notamment Reconsidérer la richesse, à l'époque du gouvernement Lionel Jospin. Et il intervient dans des champs qui nous concernent très directement. Quand je dis nous, je parle d'Ars Industrialis, c'est de ceux qui s'intéressent à ce qu'ici nous appelons l'économie de la contribution. Voilà. Donc il y a longtemps qu'on souhaitait faire des choses avec lui. Ça avait été compliqué pour une raison de calendrier, d'agenda plutôt. Et voilà, aujourd'hui c'est fait. Je m'en réjouis beaucoup. Et en fait, le principe de cette réunion, c'est défini l'année dernière avec Jean-François Caron, puisque nous étions intervenus l'an passé ensemble à Lille, dans une réunion dont j'ai oublié le titre. Jean-François, comment ça s'appelait cette réunion? Enfin bon. C'était les rencontres de prospective, mais les entretiens du nouveau siècle. Voilà, les entretiens du nouveau siècle, et où nous avions parlé de ces sujets qui nous inquiètent tous aujourd'hui, et de ce que la semaine dernière Jean-François Caron me disait être une conversion au niveau méta. J'ai repris ça dans un document, métaconversion, la métaconversion d'un modèle économique et industriel dont nous sentons bien, avec un peu d'angoisse d'ailleurs maintenant en Europe, à quel point il est urgent, ce travail. Alors, il y a un peu moins d'un an, au mois de juin l'année dernière, dans une séance un peu spéciale que nous avions faite, qui était une séance de bilan d'activité, ça s'appelait 5 ans après, ou 4 ans après plutôt, 5 ans après c'est aujourd'hui, 4 ans après la création d'Ars Industrialis, nous avions insisté avec Franck Cormeret qui est ici présent, qui interviendra peut-être tout à l'heure, s'il le souhaite, je l'espère, sur l'importance et la nouveauté pour nous, Ars Industrialis, de la question de la territorialité. Pourquoi je dis 4 ans après, on avait insisté là-dessus? C'est parce qu'au départ, ce n'était pas une problématique que nous posions en tant que telle, Ars Industrialis. Ça ne veut pas dire que nous l'ignorions absolument, mais ça veut dire que nous ne l'avions pas mise en mots-clés, si j'ose dire, de notre tentative d'agir et de réfléchir. C'est progressivement venu. Et nous en sommes arrivés à poser l'année dernière que la question de la territorialité en économie et en politique se reposait aujourd'hui à nouveau frais. À nouveau frais, non pas tant seulement du fait de la crise économique mondiale, parce que ça, il y a des gens qui la posent, cette question de la territorialité, face à la crise qui est une crise de la mondialisation, et qui a mis en œuvre cette mondialisation au niveau planétaire, un modèle industriel consumériste dans une logique qui, depuis en particulier la révolution conservatrice, c'est-à-dire le début des années 1980, aura, ça c'est notre analyse, systématiquement organisé le court-circuit de la puissance publique et la soumission totale de la question du développement et de la croissance au marketing, c'est-à-dire au court terme, à l'ultra-court-termisme, et même, on pourrait presque dire, à la totalité court-termiste, au court-termisme total, qui conduit à ce que nous considérons être, au sens où nous avons cherché à le définir dans un livre, une croissance irresponsable que nous avons appelée une mécroissance. C'est-à-dire un dépérissement. Ce que nous appelons une mécroissance, c'est une intoxication. Nous travaillons beaucoup ici à Ars Industrialis sur la question de la toxicité, sous toutes ses formes, psychique, environnementale, sanitaire, etc., etc. Cette organisation systématique du court-circuit de la puissance publique, c'est-à-dire de la responsabilité collective et à long terme, a engendré une crise systémique qui maintenant fait rage depuis 3 ans, quand même. Ça fait déjà 3 ans que cette crise s'est développée, dont nous avons soutenu aussi qu'elle est le fruit de ce que nous avons appelé, un langage qui est peut-être un peu figuré, mais pour moi ça ne l'est pas, ça peut être perçu comme tel, une bêtise systémique. Une bêtise systémique que nous appelons dans un langage plus précis, plus technique et plus classique aussi, mais il faut faire attention à ce classicisme parce qu'il peut induire en erreur, une prolétarisation généralisée. Alors, je ne reviens pas sur ce point, on n'arrête pas d'en parler, mais je le dis simplement, dans ces séances, on parle toujours de prolétarisation et de déprolétarisation. Chez nous, prolétarisation veut dire perte de savoir. Et nous avons, à la séance précédente, il y a 2 mois, avec Philippe Aigrin et nos amis du logiciel libre, de l'open source, des communs, etc., nous avons
plus fortement que d'habitude affirmé un objectif qui est notre objectif numéro un aujourd'hui, c'est la déprolétarisation. Nous avons posé qu'il fallait aujourd'hui déprolétariser comme on désamiante les territoires, par exemple. Les bâtiments, je veux dire. Hein, comment on désintoxique des gens qui sont devenus trop gravement dépendants du tabac, etc., etc. Ce sont évidemment des images qui ont d'ailleurs le défaut de pouvoir apparaître hygiénistes, et c'est évidemment dangereux, cet hygiénisme. Donc nous en sommes très conscients. Je ne vais pas développer ces points, on l'a fait antérieurement, donc c'est pas la peine d'y revenir. En revanche, nous pensons, et ça nous est apparu de plus en plus clairement, disons au cours des 2 dernières années, que cette remontée en puissance et en valeur des apprentissages, au sens où il faut réapprendre à vivre, réapprendre à savoir vivre, où il faut mettre le savoir-vivre au cœur d'une politique économique et d'une politique industrielle, économique, pas d'une désindustrialisation, tout au contraire, eh bien, cette politique des apprentissages et de remise en valeur des apprentissages, elle doit se développer structurellement au niveau territorial. Le territoire est un espace d'apprentissage, c'est une thématique développée depuis fort longtemps, par exemple, par... j'arrive pas à retrouver son nom tout à coup, des territoires pour apprendre et innover, comme Pierre Vels, qui l'a développé sur son registre à lui, c'est un peu différent d'une autre, mais pas étranger tout à fait. Pierre Vels qui d'ailleurs intervient souvent dans le Nord-Pas-de-Calais. Et aujourd'hui, nous voulons creuser cette thématique, et pour la première fois, nous accueillons aujourd'hui un élu, qui est Jean-François Caron. Jean-François Caron, qui est le maire de la ville de Los Angeles, qui est aussi vice-président d'une communauté d'agglomération de Lens-Liévin et qui est conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, également représentant des élus verts, c'est bien ça, hein, Europe Écologie, on dit maintenant. Maintenant on dit Europe Écologie, voilà. Et donc nous l'accueillons aussi en tant que tel. En tant que tel et aussi en tant que un élu dont vous avez peut-être eu la chance d'écouter une intervention par exemple sur France Culture, c'est grâce à Antoine Dulor que personnellement j'ai écouté dans l'émission Terre à Terre de Rusty Gassis sur France Culture son intervention, et un élu qui a un discours extrêmement construit, et pas seulement un discours, mais une action menée avec d'autres comme Gérard Avars qui est ici présent dans la salle, qui est une action d'ailleurs qui nous fait nous rêver, parce que c'est une action qui pense, c'est-à-dire qui fabrique des concepts et qui les implémente, qui les teste, qui les expérimente et qui les partage surtout avec des habitants. Alors, tout ça, pour nous, ça fait partie de la lutte contre ce que nous appelons la mécroissance, contre ce qui produit de l'intoxication, que ce soit de l'excès de sucre, de graisse, du dioxyde de carbone ou un usage excessif des captations de l'attention, des dispositifs de captation de l'attention qui engendrent la destruction de l'attention, de la perte d'attention. Et vous avez peut-être remarqué que Barack Obama, dont tout le monde dit qu'il est celui qui a utilisé Twitter et autres technologies de ce type pour se faire une campagne d'un nouveau genre, a fait une déclaration assez à contrario tout récemment, il y a à peine une semaine, disant... Je pense qu'Al Gore a dû le pousser un peu dans ce sens-là, puisqu'Al Gore tient ce discours depuis plus de 2 ans maintenant, à quel point la destruction pas simplement de l'attention, de ce que Al Gore appelle l'attachement, des relations de proximité, etc., par les réseaux, devient un danger, disent Al Gore et Obama, pour la démocratie, en l'occurrence pour la démocratie américaine. Alors, si nous avions posé, je reviens à ma question de la territorialisation, que cette question s'impose dans un contexte de crise du modèle économique mondialiste, un modèle économique mondialiste qui revendique la mondialisation, qui est en fait une financiarisation de l'économie, ça c'est extrêmement intimement lié, et qui va dans le sens d'une déterritorialisation totale, où il s'agit de couper l'activité financière de l'activité de production et de conception, et d'hyper-diviser la société, ce que nous appelons nous la dissociation sociale, qui conduit à ce que les producteurs, les consommateurs, les concepteurs, les investisseurs, les spéculateurs, etc., soient tous séparés les uns des autres, et que donc on a une destruction des réseaux traditionnels, traditionnels, c'est un mot que je préférerais ne pas employer, mais disons des réseaux de proximité, qui conduit à une prolétarisation intégrale,
Le but étant donc de soumettre tout ça à des logiques archi-court-termistes. Nous posons aussi que, à Ars Industrialis, c'est ça depuis longtemps en revanche, que pour d'autres raisons qui sont liées à des analyses que nous avons faites de ce que nous appelons les technologies de l'esprit, et en particulier les réseaux numériques, se développent actuellement des technologies relationnelles. J'emploie pas ce mot-là exactement au sens de Jeremy Rifkin, qu'il avait employé dans l'âge de l'accès en 1999, qui sont des technologies collaboratives, des technologies qui développent des métadonnées, qui reposent sur des infrastructures de centres serveurs extrêmement, de data centers plus exactement, extrêmement élaborées, tout un appareillage très complexe dont on parle très rarement en France, très industriel et qui est ce qui fait émerger un monde industriel tout à fait nouveau. Ces technologies-là, quoi qu'il en soit, là aussi, on en a beaucoup parlé, on a consacré de nombreuses séances à ce sujet et on a publié plusieurs livres. Ces technologies revalorisent très fortement le territoire. D'abord parce qu'elles produisent des métadonnées territoriales. Alors, ça, on ne le sait pas forcément, mais quand on produit des métadonnées, on est territorialisé. Hein. Quand on produit quelque chose sur Google, Google nous localise. Bon. Et ça se traduit aussi par le fait qu'on peut géoréférencer des informations, qu'on peut aller chercher des informations par leur géolocalisation, etc., etc. En passant ici, d'ailleurs, je dirais qu'il y a eu une intervention hier matin de Yann Moulier-Boutan sur France Culture, vous avez peut-être entendu. Il a beaucoup parlé de la pollinisation, de l'abeille, de cette métaphore dont il parle très souvent, et je pense que nous avons en commun un intérêt ici, nous trois, et avec tout Ars Industrialis, sur cette problématique. J'ai regretté, moi, que Yann Moulier-Boutan, que nous avons invité ici et que nous connaissons très bien, que nous aimons bien, n'ait pas parlé de la territorialité dans cette intervention sur l'Europe. Et parlé essentiellement de l'européanisation des questions de la gestion financière, de l'intégration des politiques économiques, etc. Il a beaucoup parlé de l'économie de la connaissance, qu'il a fait quasiment une synonymie entre pollinisation et économie des savoirs ou de la connaissance. Mais je pense que cette économie de la connaissance-là, je ne dis pas que c'est son cas, mais pour ceux qui écoutaient dans le langage habituel qui est dominé par le discours de Barroso ou de gens comme ça, par exemple, de Tony Blair, c'est le capitalisme cognitif classique, c'est-à-dire c'est un discours sur, finalement, très très proche d'un discours néolibéral. Je dis cela parce que le territoire, pour nous, c'est une externalité, enfin ça peut être une externalité positive. Ça peut être une externalité positive, et non seulement ça peut, mais s'il y a de l'externalité positive qui se déploie dans le domaine économique, et c'est l'externalité positive, je dirais que c'est la question numéro un de ce que nous appelons l'économie de la contribution, eh bien, le territoire en est, je dirais, la première dimension, et la dimension, à mon avis, absolument irréductible. C'est ce qui nous a amené, en particulier avec Franck Cormeret, et en travaillant beaucoup sur ce sujet avec la métropole de Nantes, avec Nantes Métropole et le territoire de Nantes-Saint-Nazaire, à travailler, grâce à Franck Cormeret, parce qu'il fait des travaux dans ce domaine à l'Université de Nantes, sur le design territorial, sur le concept de valeur sociétale, tel que c'est lié, pour nous, en particulier à une société réticulaire, qui se déploie, et qui, voilà ce que je voudrais dire, dépasse l'opposition entre déterritorialisation et territoire. Il ne s'agit pas pour nous de dire il faut reterritorialiser et sortir de la déterritorialisation. Ça, nous pensons que c'est un discours très dangereux et totalement menteur, enfin totalement, pas forcément menteur, mais en tout cas totalement erroné. La déterritorialisation va continuer, elle va se développer, et en plus, ce n'est pas du tout une mauvaise chose, la déterritorialisation. En revanche, c'est une très mauvaise chose quand ça produit une prolétarisation des territoires, c'est-à-dire une destruction des territoires. Déterritorialisation ne veut pas nécessairement dire destruction des territoires, ça veut dire, ça peut être au contraire, augmentation du territoire, intensification du territoire, etc., etc. Alors, si on voulait continuer sur la discussion avec Yann Moulier-Boutan, il faudrait qu'on fasse une petite analyse historique du rôle et du concept de déterritorialisation qu'a mis en œuvre la Commission européenne au niveau des nations et des régions européennes, et je ne suis pas sûr que le bilan serait très très positif, et je pense que ça, c'est un chantier pour demain qu'on va mener dans une des séances à venir ici à Ars Industrialis. Ce matin même, au conseil d'administration, on a décidé d'y consacrer une séance de travail interne. Quoi qu'il en soit, nous pensons que ces questions relèvent de ce que nous appelons une écologie relationnelle. Nous sommes dans un contexte où se développent des technologies relationnelles. Ces technologies relationnelles, au sens, non pas de Jeremy Rifkin, parce que dans le bouquin de Rifkin en 1999, la télévision est une technologie relationnelle, et c'en est une effectivement, mais c'est une technologie relationnelle analogique.
Là, nous parlons des technologies relationnelles, en particulier numériques, donc telles qu'elles se développent à travers le réseau Internet, et ça c'est un peu, j'ose dire, si vous me permettez, quasiment notre fonds de commerce, partagé avec beaucoup d'autres d'ailleurs, dont Yann Moulier-Boutan, Philippe Aigrin, tous ceux qui sont dans ces logiques, disons, liées à l'open source, etc. Nous posons que ces technologies numériques relationnelles constituent un espace économique au sens large du mot économie, y compris l'économie libidinale, qui réarme des processus relationnels qui dépassent la prolétarisation et qui reconstituent des processus contributifs, qui reconstituent du social, qui reconstituent une économie libidinale, pour parler dans des langages un peu techniques et précis que nous aimons bien usiter ici. Aujourd'hui, nous voudrions examiner à quelles conditions une économie libidinale territoriale et réticulée peut se développer. Voilà. Pas dans toutes les dimensions, mais dans un certain nombre de celles-ci. Et avant de le faire, je voudrais rappeler quelques éléments généraux. Qu'est-ce qu'un territoire? Qu'est-ce qui fait qu'un territoire n'est pas seulement un espace physique ou un espace quelconque, un espace géométrique? Eh bien, un territoire, c'est un espace symbolisé. Ce qui fait qu'un territoire est un territoire, c'est qu'il produit du symbole. Et que ce symbole, comme son nom l'indique, le symbolon, c'est quelque chose qui est partagé. Et ce territoire produit un partage par ceux qui sont sur ce territoire. Éventuellement avec d'autres qui ne sont pas dans le territoire. Ça peut être soit une diaspora, soit des partenaires. Mais en tout cas, c'est un territoire symbolisé, producteur de symboles autant aussi bien que récepteur de symboles, et ça veut dire que ce territoire, il est réticulé. Tout territoire est réticulé, toujours. Et il est réticulé par des relations. Ces relations, elles ont des configurations diverses et variées. Les chasseurs-cueilleurs, ce sont des modèles relationnels d'un type particulier. Des gens comme, j'arrive plus à retrouver son nom maintenant, enfin Pierre, un anthropologue, Pierre Classe, ou des gens comme ça, ont travaillé sur ces figures de relations. Il y a des relations de cultivateurs. Le monothéisme est pour moi en fait essentiellement un dispositif de construction d'une régulation du territoire réticulé par des cultivateurs. Il y a des relations d'urbains. Typiquement, la société grecque est une façon, mais avant elle, il y en a d'autres, de penser la réticulation urbaine. Il y a des relations de civilité, etc., qui à un moment donné conduisent à des modes de vie spécifiques comme ceux qui se considèrent mutuellement citoyens, par exemple. Et être citoyen, c'est un art de vivre, c'est un savoir-vivre. Le caractère relationnel du territoire, qu'il faudra examiner prochainement ici ou ailleurs, en remontant jusqu'à Jacob von Uexküll, à mon avis, c'est-à-dire à la question des relations des territoires animaux. Est-ce qu'il y a des territoires animaux? Ça, c'est un très vaste sujet. On sait évidemment qu'en éthologie, la première chose qu'on apprend, c'est que l'animal marque son territoire, mais jusqu'à quel point on veut parler de territoire, ça c'est un vaste sujet. Quoi qu'il en soit, évidemment, la question du caractère relationnel du territoire ne commence pas avec les technologies relationnelles. Donc, ni avec les technologies relationnelles numériques, ni avec les technologies relationnelles en général, y compris au sens où la voie ferrée est aussi une technologie relationnelle. C'est ce que nous appelons ici, nous, technologies, c'est ce qui relève du monde industriel. Il y a des techniques relationnelles et puis il y a des technologies relationnelles. Alors, ces techniques ou technologies, en général, d'ailleurs, sont des dispositifs qui produisent des processus interindividuels et collectifs, en règle générale. Quand ils deviennent des technologies à proprement parler, ils le font par des moyens industriels. Et ces moyens industriels donnent aussi le caractère. Industriel veut dire donc économique, veut dire devant produire de la plus-value, soumis à des marchés, en tout cas dans le monde actuel, et par conséquent soumis à des critériologies qui ne sont pas tout à fait forcément compatibles avec la dimension intrinsèquement symbolique du relationnel. On peut imaginer que des technologies relationnelles, y compris numériques, produisent de la désymbolisation au lieu de produire de la relation symbolique et de la déterritorialisation en ce sens-là. Quoi qu'il en soit, ici, une question se pose très importante, qui est si de la technologie relationnelle se développe sur un territoire, comment doit-elle s'agencer avec d'autres dispositifs relationnels et comment peut-elle s'agencer avec ces autres dispositifs relationnels qui peuvent être plus anciens, qui peuvent être d'autres dimensions, qui ne sont pas forcément technologiques, sans les court-circuiter, mais au contraire en les intensifiant. Sans les défaire, mais au contraire en les renforçant.
Alors, l'histoire de la déterritorialisation est une très longue histoire qui est intrinsèquement liée à cette dimension relationnelle du territoire. Déterritorialiser, c'est déplacer des champs relationnels et éventuellement détruire des relations existantes pour en développer ailleurs, ou bien, version, je dirais, prolétarisante et industrielle de la chose, ça peut être éventuellement purement dissocier un territoire, c'est-à-dire priver de relations des habitants d'un territoire, et donc ne plus leur permettre d'être vraiment des habitants, ou disons des citoyens, au sens où le citoyen est un habitant au sens fort. Il faudrait faire une longue histoire précise de tout cela. Il faudrait montrer comment, par exemple, dès le 19e siècle, les réseaux ferrés, même les réseaux routiers, bien avant même le 19e siècle, posent déjà des problèmes de ce type-là, et sont déjà pensés depuis longtemps. Il faudrait étudier en détail ce qui s'est passé au 20e siècle. Pourquoi en détail? On ne le fera pas maintenant, mais je le ferai pas maintenant, mais il faudrait le faire en détail parce que nous pensons ici, Ars Industrialis, que la crise que nous vivons, c'est la crise du modèle consumériste, et que ce modèle consumériste, il est intrinsèquement lié au développement de technologies relationnelles analogiques qui ont systématiquement court-circuité les territoires, qui ont reposé sur le court-circuit des territoires, et qui du coup ont vidé ces territoires de leur substance et les ont prolétarisés en tant que tels. C'est-à-dire en ont fait des territoires qui ont perdu leur savoir territorial. Ce que nous pensons, c'est que les technologies relationnelles contemporaines permettent au contraire à ces territoires, parce que ces technologies, pardonnez-moi, analogiques, elles étaient liées à des contraintes technologiques. Par exemple, la modalité de diffusion par l'émetteur, qui n'est pas celle du serveur, rend quasiment impossible pour un territoire, sauf si c'est un territoire national qui se dote d'une télévision nationale, etc., d'avoir un ticket d'entrée sur le réseau. Au contraire, les technologies relationnelles numériques, elles permettent absolument au territoire d'avoir des politiques dans ce domaine. Alors, ce que nous croyons, c'est que ces questions, nous devons les analyser en nous retournant vers une longue histoire dont nous parlons pratiquement à toutes les séances ici, qui est celle de la façon dont la crise de la politéia grecque, c'est-à-dire d'un territoire, et en l'occurrence athénienne, la Grèce athénienne, s'est cristallisée autour d'une technique relationnelle, là aussi technique nouvelle à l'époque, relativement, qui était l'écriture. L'écriture qui était abordée par les Grecs, qui s'appelaient les philosophes, comme un pharmacon, c'est-à-dire un poison, en même temps que comme un remède. Ça, c'est la chose dont nous parlons très souvent ici à Ars Industrialis, et nous pensons qu'actuellement, il y a une pharmacologie à faire au niveau territorial des réseaux numériques, de la société réticulaire. Et cette pharmacologie, elle comporte deux dimensions, une analyse et une critique de la toxicité de ces réseaux, de tout ce qu'ils ont de dangereux et de prolétarisant, mais aussi une analyse de tout ce qu'ils portent comme possibilité nouvelle d'investissement. Sachant que dans une telle approche, le réseau numérique en particulier, c'est un réseau qui permet de reterritorialiser en continuant la déterritorialisation. Donc je tiens à insister sur ce point ici, qui est un point tout petit peu théorique, philosophique, qui consiste à dire que la reterritorialisation, pour nous, Ars Industrialis, ça n'est pas sortir de l'époque de la déterritorialisation, c'est continuer la déterritorialisation. Ce que j'appelle la déterritorialisation ici, je pense évidemment beaucoup à ce que Deleuze et Guattari ont pu en dire, mais c'est un processus qui consiste à ouvrir des possibilités, qui consiste à ce qui ouvre par exemple à ce que la philosophie appelle l'universel, qui ouvre à des phénomènes dans un langage un peu aujourd'hui remis en question, ce qu'on appelait autrefois des processus d'émancipation, et ça, c'est pour nous la question fondamentale. Alors, c'est dans ce contexte-là, c'est autour de questions de ce type-là que nous avons discuté avec Jean-François Caron et Patrick Vivray. Ars Industrialis, on l'a déjà dit, aujourd'hui collabore avec la région Nord-Pas-de-Calais et en particulier à travers Jean-François Caron sur des projets, et en particulier des projets que Jean-François Caron et Daniel Percheron conduisent autour du Louvre-Lens et de Mineurs du Monde. Et nous pensons que les enjeux qui sont dans ces projets extrêmement stimulants qui se développent là, tournent autour de tout ce qu'on vient de dire ici, et qu'à travers cela, il y a des questions de microéconomie et de macroéconomie qui se posent.
qu'est-ce que je veux dire en disant microéconomie et macroéconomie? Par exemple, nous pensons, sur le registre de ce que nous avions dit avec Franck Cornoret et d'autres dans des séances passées, que ces technologies réticulaires permettent d'imaginer le développement de technologies de contribution territorialisées, un développement territorial ou un développement local contributif, mais que ça pose des problèmes, comme on les a examinés au niveau national ici même avec un fiscaliste qui est Jean-Marie Monnier et un économiste qui est Vercellone, sur la fiscalité nationale, comment on pourrait la mettre au service d'une économie de la contribution. Eh bien, on se dit au niveau des territoires, comment par exemple les budgets dits d'aide sociale pourraient devenir des budgets d'investissement social dans des projets contributifs. Ça, ce sont des choses dont on parle beaucoup aussi sur le territoire de Nantes, autour du quartier de la création. Et ça va vers une problématique, et là je me rapproche des thèmes, je crois, de Patrick Vivray. Une problématique consiste à intégrer la question de l'économie au sens habituel du terme, c'est-à-dire l'économie des subsistances, l'économie de satisfaction des besoins, d'une économie au sens plutôt freudien du terme, d'une économie binale, c'est-à-dire une économie des désirs, une économie des savoir-vivre. C'est une façon de vous dire que pour nous, on a fait un séminaire entièrement consacré à ça, qui s'appelait « Économiser signifie prendre soin », c'était le titre du séminaire. Pour nous, la question du soin, ce que Mme Aubry appelle la philosophie du care, et je me demande pourquoi elle le dit en anglais, parce que care, ça se dit très bien en français, ça s'appelle le soin. C'est une question qui est en fait le cœur de... Non pas, c'est pas un problème d'éthique, simplement. C'est pas simplement une question de savoir-vivre, je veux dire, à côté des modèles économiques, mais c'est le cœur de la question de l'économie de demain. Avoir une économie soutenable et responsable demain, c'est forcément faire une économie du care. Donc il faut repenser tous les critères de l'économie au regard de cette question. On pourrait mobiliser, on y fait référence régulièrement ici, la thématique des capacités ou de la capacitation de penser à travers Amartya Sen ou d'autres. On pense évidemment justement au rapport de Patrick Vivray sur reconsidérer la richesse, parce que là on est en plein dans le sujet. Je pense aussi bien entendu à ce rapport qui a été fait par Gérard Grasse et Laurent, j'arrive plus à retrouver son nom, Cordonnier, et préfacé par Jean-François Caron, sur cette question de la puissance publique et son action économique, territoriale ou pas d'ailleurs. Voilà les questions que nous voulions introduire ici à travers cette séance. Donc je remercie beaucoup Patrick Vivray et Jean-François Caron d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie d'être là, malgré le beau temps, et je vous laisse la parole. Je salue nos amis de Nice, et je laisse la parole à Patrick Vivray pour une demi-heure.